Non, il ne suffit pas d'ouvrir une société à l'étranger pour ne plus être redevable de l'impôt en France. Et non, il ne suffit pas non plus de passer 6 mois et un jour dans un autre pays pour ne plus payer d'impôt en France. Aujourd'hui, je m'attaque à un gros sujet, le sujet de l'expatriation et de la fiscalité internationale pour ce nouveau Value Asset. Alors, les Value Assets, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est une série de vidéos dans lesquelles je reviens pendant une heure et demie, ça dépend les sujets, sur des sujets de la gestion de patrimoine au sens large. Donc ça peut être aussi bien de l'investissement que de la fiscalité, que de l'optimisation. Et aujourd'hui, on parle un peu de tout ça dans un contexte international, parce qu'on va parler d'expatriation, de comment on s'expatrie fiscalement, parce qu'il y a beaucoup de demandes dernièrement, on le voit, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui veulent quitter la France, pour les bonnes ou les mauvaises raisons d'ailleurs, mais en tout cas, il y a une grosse demande, et surtout, j'entends tout et n'importe quoi sur le sujet sur les réseaux, notamment sur YouTube et même LinkedIn parfois. Mais voilà, il y a beaucoup de personnes qui s'autoproclament expertes en fiscalité internationale pour au final donner des conseils complètement vides de sens et complètement faux. Et donc aujourd'hui, je viens pour tordre le cou tout simplement à toutes ces fausses croyances, ces idées reçues qu'on a sur enfin qu'on peut avoir en tout cas, qu'on peut entendre sur la fiscalité internationale et l'expatriation. Alors, je suis pas non plus un expert, qu'on soit bien clair, je suis pas avocat fiscaliste moi-même de formation, mais donc je suis en master 2 gestion de patrimoine à l'université Paris-Dauphine et je suis en alternance dans une banque privée pure player depuis un peu plus d'un an et demi maintenant et je fais du contenu, beaucoup de contenu sur les réseaux, sur la gestion de patrimoine au sens large, et on a d'ailleurs créé avec un ami à moi expert comptable un club privé dernièrement là qui s'appelle le Club du Patrimoine. Vous retrouvez les infos en description, c'est un school dans lequel on aide les entrepreneurs à optimiser leur situation patrimoniale. Donc, je ne suis pas avocat fiscaliste, mais je me suis énormément formé sur le sujet, que ce soit donc à la banque, dans mon master, mais aussi moi à titre personnel. J'ai pris pas mal de formations auprès d'avocats fiscalistes tout simplement. Donc, j'estime être au moins compétent pour ce que je vais vous dire aujourd'hui, et bien plus que d'autres qui prennent la parole pour pas grand chose. Donc aujourd'hui, dans ce nouveau Value Asset, je vais vraiment expliquer en détail les bases de la fiscalité internationale, les bases vraiment qu'il faut absolument connaître et maîtriser si on a envie ou qu'on envisage de s'expatrier. Donc ça va passer par forcément déconstruire beaucoup de mythes et passer aussi par du coup de l'information concrète qui est backée par les textes de loi, par les conventions, etc. Donc c'est parti, trêve de blabla, je vais rentrer dans le détail. La première chose à comprendre en fiscalité internationale, c'est la notion de résidence fiscale, donc de RF. La notion de résidence fiscale, au sens international, c'est là où une personne physique, je vais parler que des personnes physiques ici, je ne vais pas parler des sociétés, c'est là où une personne physique va être redevable de l'impôt. Là où elle va être résidente au sens fiscal du droit interne de ce pays. Alors, il y a deux choses, deux notions à comprendre sur la résidence fiscale. Il y a la notion d'obtention de la résidence fiscale. Bon, ça on le comprend assez simplement, c'est en gros obtenir la résidence fiscale d'un pays, c'est donc être redevable de l'impôt dans ce pays, grosso modo. Donc ça, c'est ce dont tout le monde parle quand on parle d'expatriation, c'est le fait de remplir les conditions de résidence fiscale tout au long de l'année, et c'est ce que les gens font en général quand ils font un classement des meilleurs pays où s'expatrier. Ils te disent, va t'expatrier à Dubaï, parce que Dubaï, tu as besoin que d'avoir une société et de passer 90 jours dans le pays pour être résident fiscal dubaïote, et donc ne plus payer d'impôts en France. Alors la première partie de la phrase est juste, la seconde est fausse. C'est-à-dire que oui, il suffit à Dubaï, et je pourrais rentrer plus dans le détail dans les critères de résidence fiscale dubaïote, mais il suffit à Dubaï d'avoir une société, d'avoir un visa permanent et de passer 90 jours dans le pays sur 12 mois consécutifs pour remplir les conditions de résidence fiscale de Dubaï. Donc d'être assujetti à l'impôt dubaïote, entre guillemets, donc d'être résident fiscal dubaïote. Donc ça, c'est ce que tout le monde te dit, c'est ce que tout le monde dit quand on va s'expatrier dans un pays. Ils disent, regardez les conditions de résidence fiscale du pays, prenez un pays dans lequel c'est très simple, entre guillemets, d'être résident fiscal, et c'est bon, vous avez fait la totalité du travail. Ben non, ça c'est 5% du travail seulement. Le gros du travail, ça va être l'opposition de la résidence fiscale. Et je viendrai encore plus en détail par la suite, ce sera la deuxième partie. Vous voyez que c'est segmenté en deux. Donc dans la première, on va voir l'obtention, et dans la seconde, on va voir l'opposition. Mais donc l'opposition de la résidence fiscale, c'est vraiment le plus important dans une expatriation. Et c'est ce dont personne ne parle sur les réseaux, mais c'est le fait de blinder sa résidence fiscale, je viendrai après sur ces termes, pour éviter la double imposition. Parce que si je reprends mon petit cas très rapidement, pour que vous compreniez bien, si on va à Dubaï, qu'on s'expatrie, entre guillemets, qu'on passe 90 jours, on fait un visa et une société, on est résident fiscal au sens dubaïote, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'on n'est plus résident fiscal au sens du droit interne français. Donc on pourrait très bien avoir une double résidence fiscale et donc une double imposition, être imposé à la fois en France et à Dubaï.
Et donc c'est là qu'on va voir l'opposition de la résidence fiscale qui se traduira en droit fiscal international par des conventions, conventions fiscales que je détaillerai après. Mais donc voilà, là c'est pour vous brosser un peu le plan global de ce cours aujourd'hui. On va voir d'abord l'obtention de la résidence fiscale, notamment en France. Donc quand est-ce qu'on est considéré résident fiscal français, sous quels critères on doit payer notre impôt en France. Donc ça nous permettra de comprendre aussi sous quels critères on ne doit plus payer l'impôt en France, par opposition. Et on viendra voir ensuite justement l'opposition de la résidence fiscale, qui sera donc les conventions que la France a pu signer avec d'autres pays pour éviter justement cette double imposition. Et on verra notamment le cas de Dubaï à la toute fin de cette vidéo, parce que le cas de Dubaï, et plus généralement des Émirats Arabes Unis, est très spécial et complètement différent de la plupart des autres pays, et de la plupart des autres conventions. La convention vraiment entre les Émirats et la France est très spéciale, et donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, surtout si vous envisagez de quitter la France pour rejoindre Dubaï. Je pense que ça va vachement vous intéresser. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qu'il faut regarder, et encore une fois, c'est quelque chose que je n'ai pas vu autre part sur les réseaux. Donc voilà, restez bien jusqu'à la fin, ça va vous intéresser. Donc, en ce qui concerne l'obtention de la résidence fiscale, donc c'est-à-dire, on le rappelle, quand est-ce qu'on coche les cases pour être résident fiscal français, quand est-ce qu'on va devoir être redevable de l'impôt en France. Ça, c'est l'article 4B du CGI, donc du Code général des impôts, qui va déterminer et définir les critères de domiciliation en France. Alors, petite parenthèse, on parle des fois de résidence fiscale, des fois de domiciliation fiscale. En fait, pour faire très simple, en droit interne, quand on regarde que le droit interne, donc là le 4B du CGI, on va parler de domiciliation fiscale, et quand on regardera les conventions, donc quand on va prendre de la hauteur et regarder au niveau international, on parlera de résidence fiscale. Mais donc c'est juste une petite notion, une petite subtilité à avoir. Souvent, il y a des abus de langage, et même moi, je vais pouvoir les faire. Des fois, je vais parler de résidence fiscale quand je parlerai du droit interne, et voilà. Mais en tout cas, si on veut être très précis, on parle de domiciliation quand on parle du droit interne, et de résidence quand on parle du droit international conventionnel. Donc, les critères de l'article 4B du CGI sont des critères personnels, c'est-à-dire que dans un couple marié, il peut aussi bien y avoir un domicilié, donc ce que j'appelle un dom, et un non domicilié, donc un ndom. Ça, c'est les petites abréviations que j'utiliserai dans ce cours. Alors, les critères du 4B, donc quels sont les critères pour lesquels on rentre dans la résidence fiscale française, pour lesquels on est redevable de l'impôt en France. Il y en a 3, et ces 3 critères sont alternatifs, c'est-à-dire qu'il suffit d'en cocher un des 3 pour être résident fiscal français. On n'a pas besoin de cocher les 3. Le premier critère, c'est un critère personnel. Plus précisément, c'est le critère du foyer, à défaut du lieu de séjour principal. Alors je vais revenir sur ces deux notions. Alors le foyer, au sens du droit interne, c'est un foyer avec une majuscule qui différera du foyer au sens conventionnel qu'on verra un peu plus tard. Mais donc le foyer ici, il est à comprendre comme le lieu de résidence habituel et le centre de ses intérêts familiaux. Donc grosso modo, là où on vit et là où notre famille vit. Alors la famille, au sens du droit interne, on ne parle pas des parents et des frères et sœurs, on parle uniquement des partenaires, des concubins, des copines, en gros notre moitié, il n'y a pas besoin qu'on soit marié, ni pacsé, ni quoi que ce soit avec, une simple copine suffit pour entrer dans notre famille au sens du droit interne, et on parle aussi des enfants mineurs. Alors j'ai mis à chaque fois des décisions, là, notamment du Conseil d'État par exemple, mais voilà, tout ce qui sera en violet dans le cours seront des décisions, donc vous pourrez aller faire vos devoirs et regarder plus en détail si vous pensez que je dis n'importe quoi. Mais donc voilà, la décision de l'Archet est une décision très connue en droit fiscal, et donc c'est celle qui a appuyé encore un peu plus le fait qu'on parle de foyer et on parle donc de résidence de soi et de sa famille. Donc grosso modo, pour faire très simple, si ta femme vit ou ta copine vit en France, peu importe où tu es, peu importe où tu résides, concrètement, la France peut te considérer comme résident fiscal français. Alors, le foyer pour les célibataires, donc potentiellement vous qui regardez, parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes entre 20 et 35 ans, donc vous êtes potentiellement célibataire ou en tout cas vous n'avez pas d'enfants. Pour vous, le foyer sera déterminé par le centre de votre vie personnelle, donc c'est-à-dire là où vous vivez exactement. On ne prend pas en compte les parents, les frères et les sœurs, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et donc comme je vous l'ai dit aussi, le foyer ici est unique. On ne peut pas avoir deux foyers au sens du droit interne, à la différence des foyers permanents des conventions qu'on verra un peu plus tard dans la vidéo. Mais donc concrètement, ce qu'il faut comprendre sur ce premier critère personnel, c'est que si vous ou votre famille, donc votre femme, vos enfants ou autres, vivent en France, vous allez être considéré comme résident fiscal français au sens du droit interne. Et à défaut de définir un foyer, donc si vous ne vivez pas en France et que vous n'avez pas d'enfants, vous n'avez pas de copine, etc., on va regarder, donc c'est un critère subsidiaire du premier critère personnel, on va regarder le lieu de séjour principal.
Et c'est là qu'on a la fameuse règle des 183 jours, donc des 6 mois et 1 jour. Il faut quand même comprendre que ça compte pour n'importe quelle condition de séjour, hein, donc on n'est pas obligé d'avoir notre appartement par exemple en France, on peut très bien loger à l'hôtel, ou dans un Airbnb, dans un logement à titre gratuit, peu importe. Si on passe plus de 183 jours sur le territoire français, par défaut, on va être considéré comme résident fiscal français. Il faut quand même aussi rajouter que ce critère, il n'est pas absolu, des 183 jours. Hein. C'est-à-dire que si je reste par exemple 100 jours en France, mais que dans tous les autres pays de l'année, je suis resté moins de 100 jours, donc si je reste par exemple, j'en sais rien, 3 mois en France et 1 mois dans tous les pays du monde, en fait, au cours de l'année, je suis resté plus de temps en France que dans les autres pays, et donc le lieu de séjour principal va s'appliquer en France. Donc je vais être requalifié résident fiscal français. Donc voilà, c'est bien, cette règle des 6 mois et 1 jour, elle n'est pas absolue, c'est vraiment relatif. C'est si tu passes plus de temps en France que dans un autre pays. Alors il faut bien comprendre que ce critère-là du lieu de séjour principal est un critère subsidiaire, hein, c'est ce que j'ai dit, il vient après le foyer, ça fait référence encore une fois à la décision de l'Archer. Donc en gros, ce critère a un peu perdu de sa portée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les critères personnels, hein, ce gros premier critère-là, du droit interne, c'est principalement ton foyer, donc là où toi et tes parents, enfin là où toi pardon et ta famille, donc femme, enfant, vivent. En pratique, ce critère de lieu de séjour principal ne s'applique donc qu'aux célibataires sans charge de famille et qui n'ont pas leur foyer en France. Hein. Donc là, on a toutes les jurisprudences des sportifs, on a Laurent Blanc, on a Yannick Noah, etc. Et de manière inverse, hein, on comprend aussi que donc si on a un foyer en France, autrement dit si notre femme vit en France, même si nous, on passe plus de 183 jours à l'étranger, on va rester domicilié. Parce que en fait, on va remplir ce critère personnel. Et le premier critère principal, c'est le foyer. Ensuite, deuxième gros critère du 4B du CGI, c'est les critères professionnels. Donc, les critères professionnels, c'est le fait d'exercer une activité professionnelle en France et que cette activité ne soit pas à titre accessoire, donc que ce soit notre activité principale. Donc, comment ça se passe? Premièrement, il faut exercer une activité professionnelle en France. Donc, si on est salarié, c'est assez simple, c'est notre contrat de travail. Où est-ce qu'on travaille concrètement? Même si on pourra pousser plus loin, si vous voulez, sur des notions de télétravail à l'étranger, etc. Il y a pas mal de notions là-dedans. Mais concrètement, vous voyez très bien ce que ça veut dire avoir un contrat de travail en France. Et pour les entrepreneurs, on va regarder en France si on a une installation fixe d'affaires, ce qu'on définit comme un établissement stable de notre société. Et donc ça, je renvoie à la notion d'établissement stable dans la taxation IS pour les sociétés. Je ne vais pas le détailler ici, mais concrètement, dites-vous que si vous avez une société à l'étranger et que vous l'exercez depuis la France, vous allez constituer, vous, en tant qu'agent dépendant et en tant qu'établissement fixe d'affaires, vous allez représenter un établissement stable pour votre société et donc vous allez être imposé sur votre société en France. Votre société va être imposée en France, peu importe où votre société est implantée, et ça vaut aussi pour les limited au UK, etc. etc. Donc je ne rentre pas dans le détail ici pour les entreprises, encore une fois, je reste ici dans cette vidéo que sur la partie personne physique, mais elle a évidemment un impact, une conséquence directe, un lien de corrélation avec la notion de résidence au sens des entreprises et comment les entreprises vont être taxées, hein, parce que une entreprise peut avoir un établissement stable, et je ne rentre pas non plus dans le détail des entreprises si elles sont opaques ou transparentes ici. Encore une fois, je pourrais en faire une vidéo si ça vous intéresse, mais voilà. Concrètement, si on exerce une activité professionnelle en France, donc qu'on est salarié en France ou qu'on a une boîte, peu importe où elle est, et qu'on prend des décisions depuis la France, on va être considéré comme résident fiscal au sens du critère professionnel, à moins qu'on ne justifie du caractère accessoire de cette activité. Donc un caractère non accessoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire une activité auquel le contribuable y consacre le plus de temps. Hein. C'est-à-dire que le critère temps est supérieur au critère des revenus, et là je renvoie aussi à la décision de Beckman du 26 mai 2010. Concrètement, ce qu'il faut comprendre, c'est que au sens du droit interne fiscal français, on considère une activité accessoire si c'est une activité à laquelle on consacre très peu de temps. Voilà. On ne parle pas de revenus ici. Par exemple, si on exerce une activité professionnelle autre part qu'en France et que c'est notre activité principale en termes de revenus, mais qu'on passe énormément de temps dans une association en France, ça pourra aussi être considéré comme une activité professionnelle en France, et donc ça pourra nous faire requalifier résident fiscal français au sens du droit interne et du 4B du CGI. Le dernier critère pour cet article 4B, c'est les critères économiques. Donc là, c'est ce qu'on appelle le centre des intérêts économiques. C'est un peu un critère fourre-tout, où l'administration met un peu tout, mais concrètement, comment le 4B le définit, c'est le lieu où le contribuable a effectué ses principaux investissements, où il possède le siège de ses affaires et d'où il administre ses biens. Alors attention, ce que je mets ici, pour entraîner une domiciliation en France, il faut que ces investissements soient productifs de revenus. La simple détention d'un patrimoine en France n'est pas une condition suffisante
pour vous requalifier résident fiscal français. Autrement dit, si vous avez beaucoup d'immobilier en France, je ne rentre pas dans le détail ici, mais si vous avez beaucoup d'immobilier en France, ça ne va pas forcément vous faire requalifier comme résident fiscal français. Il faudra aller un peu plus loin dans le détail. Mais voilà, faut notamment que ces investissements-là en France soient productifs de revenus. Et donc, ce qui doit être comparé, c'est le niveau des revenus tirés par le contribuable dans chaque pays, qu'il s'agisse de ses revenus du travail ou de sa propriété. Grosso modo, si je reprends le cas de Dubaï tout à l'heure, ben on va se dire, est-ce que les investissements que j'ai en France, donc est-ce que le patrimoine que j'ai en France, par exemple, va me produire plus de revenus que mon travail ou mon patrimoine que j'ai à Dubaï? Si ça produit plus de revenus, bah alors on va être requalifié résident fiscal français au sens de ce critère économique du cadre. Et si les niveaux de revenus dégagés sont similaires dans les deux pays, on va comparer le niveau de patrimoine. Donc le niveau de patrimoine vient après le critère des revenus. Et donc si les revenus produits de vos investissements immobiliers en France sont à peu près égaux aux revenus produits par votre travail ou vos investissements à Dubaï, alors on va regarder le niveau de patrimoine que vous avez dans les deux pays. Et là par contre, si vous avez plus du coup de patrimoine immobilier en France que de patrimoine à Dubaï, alors vous allez être qualifié comme résident fiscal au sens de ce critère économique. Donc il suffit encore une fois de cocher un seul de ces trois critères-là, c'est des critères alternatifs, pour être résident fiscal français. Et donc quel impact ça va avoir d'être résident fiscal français, je l'ai dit tout à l'heure, c'est de payer ses impôts en France. Mais pour être un peu plus précis, on va regarder l'article 4A du Code général des impôts, qui définit très clairement que les domiciliés fiscaux, donc les DOM, si on rentre dans un des trois critères du cadre, on a une obligation fiscale illimitée en France. Ça veut dire que on va être imposé sur nos revenus mondiaux et notre fortune mondiale. Notamment donc pour l'impôt sur le revenu et pour l'IFI. On sait par exemple que l'IFI, on va être imposé sur nos biens mondiaux. Alors que si on n'est pas domicilié, c'est ce que je mets ici, on a une obligation fiscale limitée. Donc c'est-à-dire que là, on va être imposé sur nos revenus de source française et notre fortune française uniquement. C'est-à-dire que si on est résident fiscal australien et qu'on a un bien immobilier en France, eh bien si notre bien immobilier en France vaut 2 millions, ce bien-là va rentrer dans le calcul de l'assiette de l'IFI, on va être redevable de l'IFI sur notre bien français, mais on ne va pas prendre en compte tous les biens étrangers qu'on a. Alors pour les revenus financiers, c'est un peu différent, il y a quelques petites exonérations, notamment sur les intérêts et les plus-values mobilières. Par exemple, on sait que les intérêts financiers, donc par exemple le coupon d'une obligation française, d'une OAT française, n'a pas de retenue à la source pour les étrangers. Ça a été fait pour favoriser l'achat d'obligations par des étrangers, donc pour favoriser l'achat de la dette française, entre guillemets. Mais donc voilà, ça pareil, c'est des choses, je pourrais rentrer un peu plus dans le détail, mais concrètement, ce qu'il faut comprendre avec l'article 4A, c'est que si on rentre dans un des critères que j'ai cité juste avant, dans un des trois critères, alors on va être domicilié, et donc on va avoir une obligation fiscale illimitée en France, qui fait que, par défaut, la France va être en droit, et va même le faire, c'est pas juste être en droit, elle va le faire, elle va imposer tous nos revenus mondiaux, tout notre patrimoine mondial. Et donc, on comprend bien que si on est aussi considéré comme résident fiscal d'un autre pays, au même moment, parce qu'on peut aussi cocher un des trois critères, là, par exemple, du droit interne d'un autre pays. Là, ça, c'est nos critères nationaux du droit interne français, mais tous les pays ont leur article 4B, entre guillemets. Tous les pays ont leurs critères à cocher. Et il suffit qu'on passe qu'on soit donc résident fiscal français parce que j'en sais rien, on a notre sorte des intérêts économiques en France, mais qu'on passe, je sais pas, qu'on travaille à Dubaï, qu'on a notre société à Dubaï, qu'on passe 100 jours à Dubaï par an, on peut aussi être considéré comme résident fiscal à Dubaï et donc avoir une double imposition parce que la France va nous imposer sur nos revenus mondiaux et Dubaï potentiellement aussi va nous imposer sur nos revenus mondiaux. Ça dépendra des pays, mais vous avez compris l'idée, c'est que la résidence fiscale, elle peut ne pas être unique. Alors elle devra être unique in fine, mais en l'état, en l'absence de convention, si on s'arrête là, on peut très bien cocher les critères dans deux pays distincts. Et donc c'est pour ça que je vous disais au début que obtenir la résidence fiscale d'un pays, c'est pas suffisant. Quand on s'expatrie et qu'on regarde que les conditions de droit interne du pays d'expatriation, c'est pas suffisant parce qu'on peut aussi encore cocher les conditions du 4B, donc être encore résident fiscal français. Et donc si il se passe ça, si on est résident fiscal français et du pays d'expatriation, qu'est-ce qui va se passer? On va devoir regarder ce qui se passe sur l'opposition de la résidence fiscale. Autrement dit, on va regarder les conventions fiscales. Et en fait, c'est les conventions fiscales qui vont résoudre ce conflit de résidence. Quand on est résident fiscal de deux pays, c'est ce qu'on appelle un conflit de résidence. Les conventions vont résoudre ce conflit à l'aide de 4 critères que je vais voir juste après. Mais le but de cette convention, concrètement, c'est de déterminer l'unique résidence fiscale, en bref, c'est résidence fiscale, du contribuable. Donc l'idée, ça va être de dire, tu t'es expatrié en Estonie, tu coches les cases estoniennes, tu coches aussi les cases françaises.
Qu'est-ce qui se passe? Tu vas être imposé doublement, tu vas avoir une double imposition. On va regarder la convention fiscale entre la France et l'Estonie et on va résoudre le conflit de résidence. Et c'est la convention qui va dire, à travers les critères que je vais voir après, bah monsieur, vous êtes en fait résident fiscal estonien par exemple, ou monsieur, vous êtes résident fiscal français. Et donc vous payerez l'impôt que dans ce pays-là de résidence. Alors ici, je vous ai mis un petit encadré sur tout ce qui va être les clauses anti-abus. Donc les conventions, parfois, elles vont permettre une sorte de double exonération, donc de ne payer aucun impôt ni en France ni en Estonie par exemple. Et dans ce cas-là, en fait, ça peut être requalifié comme abus. Et il y a des clauses pour éviter ça et pour éviter en fait ce dumping fiscal, ce que j'ai mis là. Donc c'était le cas des retraites NRH au Portugal, c'est le cas en Israël là actuellement. Il y a une jurisprudence récente qui est tombée en 2022. Enfin voilà, je vous ai mis des petits trucs. Ça, pareil, il faudra aller un peu trop. Enfin, je vais pas aller là-dedans parce que ça irait trop dans le détail. Mais il faut aussi avoir en tête qu'il y a un instrument multilatéral qui a été signé en 2017 par 68 pays, il me semble. Donc des pays de l'OCDE, qui en fait est venu ratifier beaucoup de conventions, et toutes les conventions qui avaient été signées. La France, elle a ratifié en 2018, il y a une cinquantaine de conventions qui sont touchées, et donc en fait cet instrument-là, il est venu rajouter une petite surcouche aux conventions existantes, qui a rajouté en fait ces clauses un peu anti-abus, et qui les a poussées un peu plus loin encore, pour vraiment éviter ce qu'ils appellent le chalandage fiscal, donc en fait tout ce qui va être des montages un peu d'optimisation un peu trop poussés, pour faire très simple. Mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que les États, la totalité des États, font de plus en plus attention et sont de plus en plus coopératifs entre eux pour éviter les optimisations fiscales abusives, pour éviter le dumping fiscal, pour éviter tout schéma qui pourrait en fait permettre de détourner un peu les règles fiscales. Donc il faut vraiment faire attention. L'expatriation fiscale, ça se prépare. Voilà, ça se fait pas suite à une vidéo YouTube. Même après cette vidéo, vous pouvez pas vous dire je vais m'expatrier, c'est bon, je comprends les critères à cocher, je me barre parce que chaque cas est différent. Il faut vraiment regarder un peu sur mesure. Il y a plein de spécificités. Là, je rentre pas trop dans le détail, mais déjà, je vais vous poser un peu les bases de ce schéma-là. Il faut comprendre que donc, les conventions fiscales, c'est vraiment le nerf de la guerre en fiscalité internationale. C'est 95, ce que je mettais là, 95% du travail. C'est en gros de s'expatrier dans un pays qui a beaucoup de conventions fiscales. Parce que c'est ces conventions fiscales-là qui vont permettre donc de résoudre les conflits de résidence potentiels qu'on pourrait avoir et donc d'éviter les doubles impositions. Parce que quand on va s'expatrier dans un pays, on va forcément après peut-être voyager un peu, on va peut-être revenir en France, on va faire X ou Y voyage et on va potentiellement cocher des cases dans les droits internes de chaque pays dans lequel on va. On va potentiellement être considéré résident fiscal des pays dans lesquels on voyage, par exemple si on reste un peu trop longtemps ou en France, si on retourne un peu en France. S'expatrier dans un pays qui a signé beaucoup de conventions fiscales, c'est ce qui va nous permettre de ce qu'on appelle blinder sa résidence fiscale et donc de solidifier vraiment notre résidence, de solidifier notre expatriation et d'éviter d'être requalifié facilement résident fiscal français par exemple. Alors les conventions, il y a un modèle qui est très répandu, c'est ce qu'on appelle le modèle OCDE. C'est grosso modo le modèle de 95% des conventions fiscales qui ont été rédigées par les pays de l'OCDE, donc par les pays développés. Et ce modèle-là, il est donc applicable à, on va dire, 95%. Et après, il y a des petites conventions qui ont des particularités. Et on verra notamment, comme je vous ai dit en introduction, mais le cas de Dubaï, qu'on verra à la fin, est vraiment différent. Et il y a aussi, par exemple, des particularités en Suisse, il y a des particularités au Maroc. Donc à chaque fois, c'est France-Maroc, France-Suisse, France-Émirats, etc. Des petites particularités dans les conventions, donc il faut quand même aller les regarder. Faut pas juste partir du principe que c'est un modèle OCDE et donc que c'est comme ça que ça se passe. Il y a des spécificités pour chaque convention, mais voilà, le gros du gros, c'est du modèle OCDE peu ou prou. Et donc on va voir ici les 4 critères que ces conventions-là prévoient pour résoudre le conflit de résidence et donc pour déterminer l'unique résidence fiscale du contribuable. Alors ces critères-là, à la différence des critères du 4B du CGI qui étaient alternatifs, donc il suffisait d'en cocher l'un ou l'autre et il n'y avait pas d'ordre, ici ces 4 critères, c'est des critères qui sont hiérarchisés et qui sont successifs. Autrement dit, on va regarder d'abord le premier critère, on va regarder si on coche ou non, on va regarder ensuite le deuxième, ensuite le troisième, ensuite le quatrième. Mais si on coche directement le premier critère, qu'on arrive à résoudre le conflit, parce que dès le premier critère, on penche plus du côté d'un des deux pays, donc par exemple du pays d'expatriation. Donc par exemple, je m'expatrie en Estonie, je vais prendre le cas de l'Estonie à chaque fois, là, ça sera plus simple. Je m'expatrie en Estonie, si je coche le premier critère du côté estonien, c'est bon, le conflit de résidence il est bouclé, je suis résident fiscal estonien, il n'y a plus de double imposition et je vais être redevable de l'impôt uniquement en Estonie. Et de l'impôt en France pour mes revenus de source française, comme je l'ai dit, selon le 4A du CGI. Mais voilà. Donc les 4 critères sont les suivants. Le premier, ça va être le foyer d'habitation permanent. Alors le foyer d'habitation permanent, c'est la possession d'un foyer de manière permanente, même si on n'y va pas. Ça veut dire que
je m'expatrie en Estonie, je détiens un appartement en Estonie et un appartement en France, je ne me rends jamais en France. La France est un foyer d'habitation permanent, parce que je détiens un foyer en France dans lequel je peux résider ou habiter de manière permanente. Alors, comme c'est censé être notre résidence principale, là où on s'expatrie, hein, notre foyer d'habitation permanent, c'est censé être notre résidence principale, donc il faut quand même une surface cohérente. Il ne faut pas non plus dire que si je m'expatrie en Estonie, que je quitte un appartement de 120 mètres carrés en France et que je vais en Estonie dans une chambre de bonne de 10 mètres carrés, on comprend bien que c'est pas très cohérent comme surface. Mais donc ça pourrait quand même représenter un foyer d'habitation permanent parce qu'on en a la possession de manière permanente. Mais donc c'est pas forcément un appartement qu'on a, qu'on détient. On peut très bien louer cet appartement à l'année. Ça peut être aussi une habitation à titre gratuit. Hein. Si quelqu'un peut nous loger à l'année, donc là-dessus quand même, petit clin d'œil sur toutes les personnes qui sont hébergées par exemple chez leurs parents à titre gratuit en France. La maison de tes parents va représenter au sens conventionnel un foyer d'habitation permanent pour toi. Donc ça peut être aussi une chambre d'hôtel louée à l'année. Hein. Il faut juste en fait que le caractère de permanence soit respecté. Donc par exemple si je détiens un appartement en France mais que je le mets en location pour partir en Estonie, bah, je n'en ai plus la jouissance permanente et donc ça ne rentre pas dans mon foyer d'habitation permanent. En cas de double résidence, hein, donc par exemple j'ai un appartement en France, je pars en Estonie, j'ai un appartement en Estonie, je mets rien en location, j'ai deux foyers d'habitation permanents, eh bien on va pas distinguer si l'une est plus importante que l'autre, ou que l'une on la loue mais que l'autre on la possède, on s'en fout. Comme je vous ai dit, ça peut être une habitation à titre gratuit, ça peut être une chambre d'hôtel, peu importe. On considère qu'il y a deux foyers d'habitation permanents, on va passer au deuxième critère. Et donc là, il y a une petite décision RENC, si vous voulez aller checker, qui était un peu le cas justement où il y avait une double résidence, il y en avait une qui était louée, il me semble, et une qui était possédée. Et donc on a bien vu qu'en fait, l'administration fiscale a considéré qu'il y avait deux foyers d'habitation permanents et non un seul. Le deuxième critère, donc en gros, si on a deux résidences, enfin si on a deux par foyer d'habitation permanent, on va regarder le second critère, et le second critère, c'est le centre des intérêts vitaux. Alors, le centre des intérêts vitaux, c'est le pays avec lequel on a les liens personnels et des liens économiques les plus étroits. Alors, là, grosso modo, c'est un faisceau d'indices. Hein. Concrètement, ça va être où est-ce qu'on vit, où est-ce qu'on a notre société, où est-ce qu'on fait notre sport, est-ce qu'on est membre dans des clubs d'associations, dans des clubs, dans des associations, est-ce que, voilà, ça peut être toutes les factures d'eau, etc., montrer qu'on a une vie sur place, un téléphone pro, j'en sais rien, une voiture, un garage, peu importe, montrer qu'en fait il y a de la substance dans le pays dans lequel on est. Et donc ça va être tout simplement des faits qui vont être apportés aux administrations, hein, et on va montrer, voilà, en Estonie, j'ai mon appartement, ma société, regardez, je suis abonné au club de sport, j'ai des cartes de membres de club, je suis adhérent à telle et telle association, je participe à la vie économique du pays, bref, vous avez compris l'idée. C'est ce qu'on appelle un faisceau d'indices pragmatique, c'est-à-dire que le fisc va regarder vraiment la réalité et pas ce qui paraît sur le papier. Il va vraiment regarder les faits concrètement. Et par exemple, si on a, je sais pas, là j'avais pris l'exemple d'une holding belge qui détient une société française et qui verse des dividendes. Eh bien, on pourrait se dire, ok, là ça penche plutôt du côté belge parce qu'en fait c'est la holding belge qui nous donne, qui nous verse des dividendes. Oui, mais en fait si cette holding elle est juste passive, elle détient 100% d'une société française, bah en fait l'administration fiscale va transpariser tout ça, va regarder la réalité vraiment du faisceau d'indices et va être pragmatique et va considérer que en fait ça renforce nos liens avec la France parce qu'on tire nos revenus depuis la France et non pas depuis la Belgique. Donc ça pareil, c'est une petite décision Tedesco. Autre exemple, c'est plus récemment, hein, c'est Carmignac qui a en décembre 2024 été retoquée parce qu'elle avait une société luxembourgeoise pour rémunérer des sales français. Bref, ça vous pouvez aller le voir, c'était juste pour le petit clin d'œil d'actualité. Mais donc concrètement, ce qu'on comprend ici, c'est qu'il y a tout qui se joue sur ce critère, globalement. En général, l'administration fiscale arrive à déterminer sur ce critère-là vers quel côté on penche, quoi. Est-ce que vraiment on a notre vie, c'est simple, hein, c'est vraiment le centre des intérêts vitaux. Donc c'est là où on a nos liens personnels, nos liens économiques. C'est ce que je mettais ici, hein, voilà. Et j'ai mis les liens personnels sont plus importants que les liens du patrimoine. Ça, c'est au sens du droit interne français. Hein, c'est le BOI, donc le bulletin officiel des impôts qu'il avait mentionné. Mais concrètement, les deux comptent. Hein. C'est juste qu'on va regarder quand même d'abord les liens personnels. Voilà, mais les deux comptent. C'est vraiment un faisceau d'indices global. Il n'y a pas de hiérarchie entre les deux. Donc voilà, tout se joue sur ce critère et c'est là-dessus qu'on va devoir blinder notre résidence fiscale, si on veut s'expatrier. Nous, c'est là-dessus qu'on conseille vraiment aux entrepreneurs de faire gaffe par tout un tas de mécanismes que je ne vais pas dévoiler ici, mais nous, on conseille vraiment, on conseille de vraiment blinder la résidence fiscale
pour tous les pays qui ont signé des conventions de la sorte, hein, du modèle OCDE, eh bien, c'est là-dessus qu'on joue vraiment. Et pouvoir un peu aller avoir une expatriation un peu plus libre, on va dire. C'est-à-dire ne pas forcément devoir rester 6 mois dans le pays, etc. etc. Bref, je ne vais pas rentrer dans le détail ici. Mais voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce critère-là, il faut vraiment en tenir rigueur. C'était d'ailleurs notamment sur ce critère que le fisc français avait retoqué l'influenceuse Caroline Receveur. Hein. Je vous ai mis 2 petits liens d'articles là. Donc si on a des centres des intérêts vitaux dans les 2 pays, hein, si on n'arrive pas vraiment à déterminer le centre des intérêts vitaux, un centre des intérêts vitaux en tout cas unique, alors on va passer au 3e critère, qui est le lieu de séjour habituel. Alors, le lieu de séjour habituel, il y a une grosse incompréhension de la part de beaucoup de gens, de 90% des gens à qui j'ai parlé, même du métier, hein. C'est-à-dire que le lieu de séjour habituel, on ne compte pas le nombre de jours. Le lieu de séjour habituel, c'est pas le lieu de séjour le plus habituel, c'est pas non plus le lieu de séjour principal, donc on ne compte pas le nombre de jours. Et là, je vous renvoie à une décision de la Convention franco-brésilienne, de l'application de la Convention franco-brésilienne. En gros, c'était un mec qui passait, il me semble français, qui passait plus de temps au Brésil. Donc il avait passé, je crois, ils ont compté le nombre de jours là, pour le coup, c'était genre 200 et quelques jours au Brésil, et le reste en France. Et bien en fait, on a considéré que la France était quand même un lieu de séjour habituel, parce qu'il avait l'habitude d'aller en France, hein, c'était un lieu de séjour habituel, non pas le plus habituel, mais un lieu de séjour habituel. Et donc la convention et l'application de la convention n'a pas réussi à trancher sa résidence fiscale sur ce critère-là, et ils sont allés sur le 4e critère, qui est le critère de nationalité. Et donc le critère de nationalité, en l'occurrence je crois qu'il était français et donc il a été considéré résident fiscal français. Mais donc voilà, le lieu de séjour habituel, le 3e critère là, il peut exister 2 lieux de séjour habituels comme c'était le cas, là dans le cas France-Brésil, même si on a passé plus de temps dans un pays que dans l'autre, hein. La personne avait passé plus de temps au Brésil qu'en France, on n'a pas pu trancher sur ce critère là en tout cas. Donc dans ce cas là on va regarder le critère suivant. Le dernier critère c'est le critère de nationalité. Le critère de nationalité, c'est le critère en dernier ressort, hein, donc c'est le dernier, mais qui est souvent utilisé, en tout cas on l'a vu dans la jurisprudence, parce que quand la situation des personnes est trop floue, en fait il faut comprendre que les 3 premiers critères là, c'est des critères objectifs. C'est-à-dire que c'est vraiment un peu un faisceau d'indices, on apporte des preuves, on dit que c'est factuel, etc. Mais c'est pas blanc ou noir, c'est-à-dire que c'est toujours un peu tendancieux. Et donc pour les personnes dont la situation est un peu trop floue, c'est vrai que la jurisprudence, les administrations auront tendance à directement aller au dernier critère, qui est le critère de nationalité. Et là, ça fait pas de doute. Voilà, est-ce que tu es national, est-ce que tu es de nationalité d'un des 2 pays, dans ce cas-là, oui, tu vas être retoqué et considéré résident fiscal de ce pays-là. Et le dernier truc, c'est voilà, si tu n'as ni la nationalité estonienne ni la nationalité française, par exemple, et bien alors là, il y a une procédure amiable entre les 2 pays. Mais en général, ça va pas jusque-là. Alors ça, vous avez donc compris, c'est le modèle de convention assez basique, c'est le modèle de convention OCDE qui résout 90% des conflits de résidence dans le monde, parce que c'est 90% des conventions qui ont été signées par les pays développés sont sous ce modèle-là, mais il y a quelques pays qui ont conclu des conventions particulières avec la France. Je vous en ai mis 3 ici typiquement. Il y a la convention France-Maroc. Alors la convention France-Maroc, globalement, je vous en ai mis 3, il y en a plein d'autres, hein, mais je vous en ai mis 3 qui reviennent assez fréquemment. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de Français qui partent au Maroc, il y a beaucoup de Français qui partent en Suisse, et il y a beaucoup de Français qui partent à Dubaï. Donc voilà, je vous ai mis un petit échantillon, mais il y en a plein d'autres différentes. Alors la convention France-Maroc, il faut comprendre que les critères sont un peu différents. Le premier, ça va être le foyer d'habitation permanent, donc ça change pas, hein, c'est toujours le premier critère. Le deuxième, ça va être le centre des activités professionnelles, et non pas vitaux. Donc on ne va pas considérer les liens personnels ici. Hein, on ne va pas considérer les liens personnels. Et le troisième, ça va être le lieu de séjour le plus longtemps. Et ça ne va pas être le lieu de séjour habituel, mais en gros le lieu de séjour principal ou le plus habituel. Donc là, on va vraiment compter le nombre de jours pour le coup au Maroc. Mais voilà, c'est différent. Pour les autres conventions, c'est pas le cas. Ensuite, une autre convention un peu particulière, c'est la Suisse. Bon, là, c'est assez léger, mais en gros, on a un peu merge les 2 premiers critères, c'est-à-dire que la convention franco-suisse a que 2 critères. C'est 1, le foyer d'habitation permanent plus le centre des intérêts personnels. Donc en gros, c'est ça plus ça. Sauf que les liens économiques sont un peu mis au second plan. C'est-à-dire qu'on va vraiment regarder les liens personnels d'abord. Il y a vraiment une hiérarchie là pour le coup qui est faite. Donc si on a notre famille dans un des 2 pays, ça va vraiment faire pencher la balance. Et le second critère, c'est le lieu de séjour habituel. Donc là pareil, on compte pas le nombre de jours, c'est voilà, juste si on a un lieu de séjour habituel dans un des 2 pays, quoi. Bon, je vous ai mis un petit truc. En gros, avant, il suffisait que l'administration fiscale nous transmette un certificat de résidence
pour permettre en gros la résidence fiscale. Ça a changé. Maintenant, le certificat de résidence suisse ne suffit pas et il faut donc un faisceau d'indices pour prouver les liens personnels. Avant, en fait, il suffisait d'avoir un certificat de résidence et ce critère-là a été comblé, donc on était résident fiscal suisse. Ce n'est plus le cas. Encore une fois, pour fragiliser les résidences, ou en tout cas éviter ou limiter les expatriations, notamment dans le pays, en Suisse, pour les Français. Et alors, le dernier cas, c'est la convention, alors j'ai mis France-Dubaï, mais en fait c'est France-Émirats, hein, donc ça concerne tous les Émirats arabes unis. La convention entre la France et Dubaï est vraiment particulière et j'ai vu personne n'en parler sur les réseaux, tout simplement parce que elle paraît comme être une convention d'un modèle OCDE. Hein. Quand on ouvre la convention, alors je ne l'ai pas mis là, c'est dommage, mais bon bref, j'aurais pu la récupérer. Mais quand vous tapez convention France-Dubaï, ou France-Émirats, pardon, vous allez tomber sur la convention, et au début, vous allez tomber sur les fameux critères, je crois que c'est l'article 4 qui résout ça, les fameux critères hiérarchisés et successifs du modèle OCDE. Hein, donc ces 4 critères-là dont je viens de parler. Et donc la plupart des gens, 99% des gens se sont arrêtés là, et ont dit, bon bah la France-Dubaï, c'est une convention classique, modèle OCDE, voilà, classique quoi. Donc s'il y a un litige de résidence, un conflit de résidence, bah, on va regarder ces 4 critères là, on va faire la même mécanique que je viens de faire pour la Lettonie, et puis voilà. Sauf que il faut aller jusqu'à l'article 19.2 pour voir qu'en fait il y a une particularité dans cette convention, et cette particularité concerne les résidents émiratis mais qui ne sont pas citoyens des Émirats arabes unis. Donc en gros, un Français par exemple qui s'expatrie. Alors ça ne tient pas que pour les Français, hein, mais par exemple un Belge qui s'expatrie, entre guillemets. Mais on va prendre le cas français ici, parce que bah, vous êtes majeur. Mais donc, si un Français s'expatrie à Dubaï, et qu'à un moment donné, il coche les critères du 4B, du CGI, donc que la France le considère domicilié fiscal français selon ces 3 critères-là là, que je vous ai dit, hein, donc un seul des 3 suffit, eh bien, le conflit de résidence ne va pas être résolu par les fameux critères OCDE que je viens de mentionner, mais le contribuable va être automatiquement requalifié résident fiscal français. C'est ce que je mets là. Les revenus de cette personne sont imposables en France, on ne regarde pas les 4 critères successifs. Et donc, ce point-là, il est giga important pour les Français qui s'expatrient à Dubaï. J'ai entendu personne en parler parce que du coup, ça implique beaucoup de changements par rapport à une autre expatriation. Ça implique que la résidence fiscale à Dubaï est fragile, hein, elle est particulièrement fragile, et donc il faut vraiment être accompagné pour éviter de se faire requalifier résident fiscal français. Donc il y a pas mal de petites techniques pour faciliter cette expatriation-là. Mais en tout cas, si vous voulez vous expatrier à Dubaï, il faut vraiment vous faire accompagner, mettre les choses en place. Ça se fait pas en claquant des doigts, c'est plus compliqué. Ça demande un peu plus de connaissances, de compétences et de préparation. Il faut être accompagné par quelqu'un qui comprend un peu mieux les textes de loi pour éviter de se faire requalifier résident fiscal français. C'est pas parce que vous voyez beaucoup de personnes à Dubaï actuellement, de Français expatriés à Dubaï, qui font un peu n'importe quoi, qui reviennent souvent en France, qui ont leurs copines en France, qui reviennent tout le temps voir leurs parents, etc., etc. C'est pas parce que pour l'instant ils ne se sont pas fait choper qu'ils ne sont pas chopables par le fisc. Il faut bien rappeler, hein, la prescription en matière fiscale, et notamment sur le domicile fiscal d'une personne, c'est jusqu'à 10 ans. Donc là, si on fait n'importe quoi, ça sera qu'en 2036, donc là on est en 2025, on s'expatrie aujourd'hui, ça sera qu'en 2036 qu'on ne pourra plus revenir sur notre situation actuelle. Mais jusqu'en 2035, le fisc pourra revenir sur notre situation en 2025. Et si on n'était pas en règle à ce moment-là, eh bien on sera requalifié avec paiement de l'impôt français, majoration, paiement des intérêts de retard, etc., etc. Je vous passe les détails, mais en gros ça peut être un carnage. Donc voilà, j'espère que ça a été clair pour ce nouveau Value Asset sur l'expatriation et la fiscalité internationale. J'espère que vous avez appris des choses. J'ai essayé de faire une vidéo que j'ai pas vue autre part. Alors oui, ces informations-là, on les trouve, hein, je les ai pas inventées, je les ai pas sorties de mon chapeau. On les trouve sur différents sites, mais c'est assez complexe. J'ai essayé de tout agréger ici et d'en faire une vidéo assez claire et détaillée. Si il y a encore plein de choses dont on pourrait parler, notamment toutes les implications avec des sociétés étrangères, une société française, quand on est entrepreneur notamment et qu'on veut s'expatrier, il y a plein de choses à penser. Ça serait beaucoup trop complexe de l'expliquer ici, et en plus c'est vraiment du cas par cas, donc ça sert pas à grand chose d'en faire une vidéo. C'est vraiment du one-one quoi, donc voilà. Mais je parle de tous ces sujets dans mon school, hein, dans mon school qui s'affiche juste en dessous, c'est le Club du Patrimoine. C'est un school, donc une communauté privée que j'ai créée avec un ami à moi expert comptable, et dans ce school là on détaille vraiment tout ce genre de sujet là, et on va encore un peu plus en profondeur pour vous donner vraiment le maximum de clés pour gérer au mieux votre patrimoine, et en l'état là en l'occurrence pour vous expatrier au mieux si c'est quelque chose que vous voulez mettre en place. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses. Si vous voulez vous expatrier à Dubaï, ou même si vous voulez vous expatrier autre part,
N'hésitez pas à vous faire accompagner, ne faites pas ça comme ça n'importe comment, et vous faire accompagner par les bonnes personnes. Évitez d'aller voir des personnes qui s'autoproclament experts fiscales et qui vous vendent des LLC ou des LLP avec un montage LLC US et je réside au Panama pour payer 0% d'impôts. Ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo, mais c'est absolument faux. Donc voilà, faites-vous accompagner par des vrais professionnels, par des personnes qui savent de quoi ils parlent. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un like, envoyer à vos potes s'ils veulent s'expatrier. Et vous pouvez me contacter directement si vous avez des questions sur tout ça. Ou directement rejoindre le school aussi et me poser des questions là-dedans, j'y répondrai directement. Je vous dis à la prochaine sur YouTube. Ciao.